comment tu vas? Eh ben écoute, je vais bien. Et toi-même, comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, on en a parlé rapidement, mais on arrive sur la fin des préparations du documentaire. Donc là, je me sens tellement Bah oui, j'ai libéré. hâte de le voir. Ouais, j'imagine, ouais. Mais globalement, t'avais kiffé alors ou? Ouais, franchement, c'était un moment. Maintenant, c'était en novembre enfin novembre à décembre, j'ai passé un mois là-bas au Salvador et donc ouais, c'était très 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 cool. Donc j'ai hâte. Je suis un peu la tête dans le guidon depuis depuis que j'y suis pour préparer le documentaire. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais. On a une date déjà là? Alors, officiellement, pas vraiment, mais on vient de sortir l'interview avec Agelex, pour ceux qui connaissent, qui travaille avec Plan B Network, qui lui a passé pas mal de temps aussi au Salvador, qui travaille avec des écoles salvadoriennes pour faire de l'éducation Bitcoin. Et donc il y a de l'interview, et dans l'interview, je mentionne la date. Donc je vais la dire aussi, je vous l'annoncer. Ce sera le 27 mars, donc le jeudi 27 mars à 17h. Donc voilà, pour ceux qui sont curieux, je vais vous peut-être épingler l'interview euh, avec Agelex, qui est sur la chaîne donc secondaire de CryptoStokes. Et voilà. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi. On est là pour parler de Starknet et On peut parler de toi aussi, hein. Écoute, et d'ailleurs, je kiffe le titre du space, je viens de voir, excellent. Le nouvel Ethereum Killer pourrait en fait être Bitcoin. Ok, ça commence direct en étant très taquin, c'est très bien. J'aime exactement. l'ambiance. Je reste dans la DA un peu toxique, un peu T'as raison, sarcastique. il faut. Et voilà, pour essayer d'attirer un petit peu les contradicteurs aussi. Ça peut amener à des bons T'as débats. bien raison, ouais, t'as bien raison. Ramène-moi du bon Gilou ou quelqu'un que je me mette sous la dent là. Et ouais, justement, j'ai des idées de concept. Il y a quelque chose qui pourra, mais ça viendra plus tard. Faire Ah, un truc, un ouais, mais je débat. suis chaud, hein. Si tu veux me faire des petits duels et tout, avec n'importe quel site, que ça soit des shitty L1 comme Solana, des merdes comme ça, ou bien des Bitcoiners, Maxi ou whatever. Tu me mets n'importe qui en face, je prends tout. Ok, ok, écoute, je note ça, je mets ça dans un côté de ma tête et je reviendrai vers toi dans les prochaines semaines sûrement. Impeccable. Et donc on est actuellement en live en même temps sur Twitch. Donc rebonjour à tous les Twitchos. Je vois qu'il y a Marc, Zero XQB, il y a Floyd. Donc voilà, on fait la, la rediffusion. Et donc aujourd'hui, donc on reçoit Abdel. Pour ceux qui ne connaissent pas, Abdel travaille donc chez Starknet. C'est le Head of Ecosystem, si je me trompe pas. Ouais, c'est bien ça, C'est entre ça. autres. Ok. Et donc, pour faire rapidement le background, parce qu'on va pas revenir dessus, on avait déjà fait un space ensemble, donc on t'a déjà pas mal présenté. Je pense que t'es aussi pas mal connu, mais en bref, t'étais d'abord un peu Ether, Maxi, Cosmos, etc. Et au final, maintenant, tu te ouvres un peu plus à Bitcoin et t'es un des hétéromistes les plus calés sur Bitcoin, je dirais, que je connais en tout cas. Ouais, alors, petite précision, j'ai jamais été que Ethereum, hein, Maxi. J'ai toujours été Bitcoin et Ethereum Maxi, petite précision. Même si, de par mon aspiration professionnelle, etc., je travaillais concrètement sur Ethereum, mais j'ai toujours été Bitcoin et Ethereum Maxi. Donc voilà, juste par petite précision. Même si j'étais pas très involved professionnellement parlant sur Bitcoin. En termes de ma conviction et philosophie pour Bitcoin, j'ai toujours mis Bitcoin et Ethereum à, à part par rapport à tout le reste de la crypto. Donc par exemple, les Bitcoiners ils disent toujours Bitcoin not crypto. Pour moi, c'était toujours Bitcoin and Ethereum not crypto. Voilà, juste petite précision. Ok. Et maintenant, c'est vrai que plus j'avance dans mon raisonnement de pensée, maturité, etc., plus j'avoue que je me rapproche de plus en plus, on va dire, du côté Bitcoin. Mais je pourrais en développer un peu plus en détail l'évolution de ma pensée sur le sujet si ça t'intéresse. Ouais, bien sûr. Moi, je suis là pour la bagarre, donc Bien sûr. je pense qu'on va en parler un petit peu, ouais, un peu plus tard. Et mais t'es aussi, enfin, je dirais que t'es même pas un maxi Bitcoin et Ethereum, mais t'es aussi, enfin, plus touché par tout ce qui est décentralisation, résistance à la censure, parce que t'es aussi pas mal actif sur Nostr, qui est un réseau Ouais. de réseau social décentralisé. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, parce que moi, je suis très bullish sur Nostr et pourtant, on n'en parle pas beaucoup. À part là, il y a eu un drama Ouais. récemment. J'ai vu que t'avais, Avec Dan Hell, tu veux dire? Ouais. t'avais réagi. Ouais, ok. Ouais, je peux en parler. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Bah, globalement, d'ailleurs, je cherchais de plus en plus une dénomination pour classifier tout ça. Et pour moi, c'est simple. En fait, c'est Freedom Tech en général, et je pense que ça peut englober à la fois Bitcoin
Ethereum et Nostr. Mais ouais, Nostr, c'est quoi? C'est vraiment un protocole qui a beaucoup de similitudes avec Bitcoin, que ce soit dans sa genèse, dans son écosystème, dans le côté niche, etc. Donc l'idée de base, c'est de construire un protocole qui est basé, la promesse vraiment, c'est la résistance à la censure. Mais attention, ce n'est pas une blockchain, ce n'est pas du tout une blockchain, c'est un système simple basé sur un protocole. Avant tout, c'est un protocole, hein. C'est pas une entreprise, c'est pas une blockchain, c'est vraiment un protocole avec des spécifications. L'idée, c'est que c'est un protocole qui est simple, avec des relayeurs. Donc, des relayeurs, c'est des entités que n'importe qui peut faire tourner, qui vont relayer des messages. Donc, c'est un protocole qui marche avec des relayeurs, qui est basé sur des messages au format JSON. Donc, JSON, c'est tout simplement un message pour représenter des données, peu importe ce qu'elles sont, et chaque message est cryptographiquement signé. Donc, la particularité intéressante, c'est que Nostr utilise des primitives cryptographiques similaires à Bitcoin. Donc, par exemple, des signatures de Schnorr. Donc, d'ailleurs, le fait de réutiliser des primitives cryptographiques de Bitcoin fait qu'il y a une interopérabilité naturelle qui se fait assez bien. Donc, on pourra peut-être revenir en détail un peu plus là-dessus. Mais notamment, ça veut dire que avec un Keeper Nostr, tu peux avoir un wallet Lightning ou bien Bitcoin, etc. Et les intégrations dans les clients Nostr, donc qui sont les applications qui utilisent le protocole Nostr. Donc, comme je le rappelle, c'est un protocole, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs implémentations, il n'y en a pas une seule. Donc, par exemple, moi, j'utilise Primal principalement, qui est une application que vous pouvez télécharger sur iOS ou Android, mais il y en a plein d'autres. Voilà, il y a Amethyst, il y a plein d'applications Nostr qui soient soit que compatibles web ou soit avec des applications mobiles. Et donc, le use case principal qui se développe avec Nostr, même si Nostr n'a pas vocation à faire que ça, c'est les réseaux sociaux résistants à la censure, donc les équivalents de Twitter, mais résistants à la censure. C'est vraiment le use case numéro 1 qui se développe sur Nostr. Mais moi, je suis extrêmement bullish sur plein d'autres use cases que Nostr pourrait débloquer dans le futur. Mais voilà un peu pour la Nostr. Petit TLDR sur ce qu'est Nostr. Super, bah merci pour cette intro. Je vais mettre aussi des liens d'un article et d'une vidéo que j'ai fait sur le sujet sur Nostr, parce que Cryptost aussi a lancé un compte sur Nostr, même si on n'est pas très actif. Ouais. C'est dur de percer sur Nostr, hein, parce qu'il y a les algos, voilà, ils sont pas basés sur la viralité du contenu ou quoi, donc c'est ça. Ouais. Mais c'est surtout que nous, on parle en français et Oui. la communauté est très petite, tu vois. Par exemple, Nostr c'est niche, alors le Nostr francophone. ouais, c'est la niche dans la niche de la niche, c'est un peu catastrophique. Mais par exemple, il y a une personne qui est revenue vers moi quelques semaines après ma vidéo, qui m'a dit que lui, il avait commencé Nostr et lui, il a 3 ou 4 000 abonnés, je crois, sur Nostr. Mais il fait c'est un Français qui communique que en anglais. Et donc voilà, je pense qu'on aurait plus d'audience si on communiquait en anglais, mais ouais, on a essayé de faire un petit coup de com avec une sorte de petit partenariat avec Primal dont tu parlais, où ils ont accepté de donner des SAT et des vérifications pour certains utilisateurs. Mais au final, ça n'a pas très bien marché, mais j'abandonne pas. Ouais, non, il faut persévérer. Ouais. Ça va prendre du temps pour l'adoption de Nostr, etc. Mais en fait, vraiment, je pense que c'est extrêmement important. De la même manière que il faut redonner aux gens la souveraineté et leur indépendance financière, leur souveraineté financière, il faut le faire aussi à la même échelle sur le plan de la communication. Et moi, j'ai vu en conditions réelles ce que Nostr peut apporter à des gens, par exemple des human rights activistes. Comment on dit en français des human rights activistes? Je sais même plus dire. Des défenseurs des droits de l'homme. Ouais, voilà. Donc tous les gens qui vivent dans des pays, soit des dictatures, enfin voilà, des gens qui, de manière générale, combattent des tyrannies, et ben Nostr devient un outil pour eux de plus en plus pour échapper à la censure des gouvernements, pouvoir communiquer de manière plus sécure avec leurs proches, leurs familles, etc. Et franchement, quand j'ai vu tout ça de mes propres yeux avec des gens pour qui ça les aidait dans leur combat pour la liberté, ça m'a renforcé encore plus ma conviction qu'il fallait se battre pour Nostr. C'est pour ça que tu parlais tout à l'heure du drama avec Dan Held, qui a un énorme KOL, on va dire, Bitcoin. Il a plus de 700 000 abonnés. Et il moquait un peu Nostr en disant vous vous rappelez de Nostr, le truc qui était censé révolutionner les réseaux sociaux, etc. Et en fait, il faisait référence au fait que au bout de quelques années, Nostr, il n'y a pas beaucoup d'utilisateurs. Grosso modo, pour vous donner un ordre de grandeur, on est aujourd'hui à 20 000 utilisateurs actifs quotidiens.
Donc c'est pas énorme. Et donc voilà, moi j'ai répondu un petit peu en lui rentrant dedans, en lui disant bah peu importe le nombre actuel, c'est un combat qui est super important. Même si ça reste niche, c'est tellement important qu'il faut se battre pour Noster, etc. Voilà, c'était pour revenir un peu sur la polémique dont tu parlais tout à l'heure. Ouais, ça peut devenir un peu comme Twitter l'est comparé aux autres réseaux sociaux. Twitter, c'est une niche aussi à lui tout seul. Et Noster pourrait devenir une niche dans ceux qui sont vraiment persécutés, comme tu le disais. Par exemple, il y a Lynn Alden qui utilise pas mal Noster et qui s'était fait pirater son compte et qui pouvait utiliser plus que Noster. Et donc ça peut venir un peu devenir cette porte de sortie, cette alternative. Il y a aussi Edward Snowden qui utilise Noster. Enfin, il y a Exactement. pas mal de personnes de Il y cette a, il y a Jack qui est méga bullish Noster, donc ouais. c'est assez ironique que Jack Dorsey. l'ancien créateur de, ouais exactement, Jack Dorsey, l'ancien créateur de Twitter, et il a même dit ouvertement que Noster est ce que Twitter aurait dû être depuis le début, quoi. Donc c'est Hmm. très fort quand même. Ouais, carrément. Écoute, voilà, je renvoie les gens vers la vidéo qui est sur voilà, si vous mettez Cryptost Noster sur YouTube, vous devriez trouver. Et sinon, sur notre site cryptos.fr aussi, il y a un article qui décrit un peu plus précisément comment le protocole fonctionne. Et je vois que dans le chat, il y a Kobe Toto qui demande si on va parler de la news de Starknet sur Bitcoin. Et en effet, on va en parler. Est-ce que tu veux nous faire un petit résumé bref avant qu'on aille dans les détails sur ce que vous avez annoncé Ouais, cette carrément. semaine? Ouais, tout à fait. Eh bien, déjà, je vais faire un petit résumé historique de nous, notre relation avec Bitcoin. Elle remonte à loin, donc ça, je tiens à me dire qu'elle remonte à loin. Cette relation avec Bitcoin, même elle remonte avant, elle prédate même l'histoire de Starkware. Par exemple, Eli Ben Sasson, qui est le CEO de Starkware, il a toujours eu une histoire assez proche avec Bitcoin depuis longtemps. Il y a notamment cette fameuse vidéo de 2013 à la conférence Bitcoin de San José, dans laquelle il parlait déjà des potentiels cas d'application du ZK pour Bitcoin, et ça prédate même la création de Ethereum. Il avait toujours voulu faire quelque chose de ZK autour de Bitcoin, mais à l'époque, ça n'était évidemment pas possible, etc. Donc, au cours des années, le ZK a maturé pas mal, d'abord sur Ethereum, etc. Et ensuite, il a commencé à avoir des upgrades sur Bitcoin qui commençaient petit à petit à ouvrir le champ des possibles, donc avec Segwit, puis Taproot, etc. Et aussi, il a commencé à avoir cette sorte de Bitcoin renaissance où de plus en plus de personnes se disaient, bah, est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin avec Bitcoin? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire? Des discussions autour de la scalabilité de Bitcoin qui ont commencé à s'accélérer, etc. Donc, bah, Starkware, d'où ça fait, ouais, je pense, ouais, 3-4 ans qu'on se dit il y aura quelque chose à faire sur Bitcoin. On a commencé historiquement à étudier des cas d'application de la technologie ZK pour Bitcoin, mais off-chain, c'est-à-dire générer des preuves liées à Bitcoin et les vérifier, mais pas sur Bitcoin lui-même, mais en dehors. Donc typiquement, un des trucs qu'on a démarré comme idée en 2021, c'était cette idée de générer des preuves des règles de consensus de la chaîne Bitcoin. Et de là est née l'idée de ZeroSync. Donc Robin Linus, qui est maintenant très connu pour autre chose, qui est l'invention de BitVM, à la base, il avait utilisé notre technologie, donc Cairo, pour développer cette idée qu'on avait eue de créer des preuves de la chaîne de consensus Bitcoin. Donc, en gros, l'idée, c'est d'être capable de prouver avec une zero knowledge proof qu'un bloc fait partie de la chaîne canonique de Bitcoin, donc de la chaîne officielle de Bitcoin, si on peut le dire comme ça. Donc, par exemple, vous voyez un hash d'un bloc, et grâce à cette preuve, vous pourrez prouver que oui, il fait bien partie de la chaîne canonique de Bitcoin correspondant à telle totale difficulté. Donc, comme ça, vous pouvez valider les règles du proof of work, etc. Donc, il avait créé à l'issue de ça le projet ZeroSync. Et il avait réussi à faire un proof of concept qui marchait, etc. Et ensuite, par ailleurs, il a abandonné les ZeroSync parce qu'il a inventé BitVM, etc. Donc, on va reparler plus tard. Mais voilà, cette relation historique qu'on a avec notre technologie et Bitcoin, elle date de plusieurs années déjà, de manière concrète et pas juste en volonté. Donc maintenant, en accélérant, donc il y a eu des discussions par rapport à un hypothétique soft fork sur Bitcoin qui pourrait être le Graal du ZK sur Bitcoin, entre guillemets, dans le sens où il permettrait
la vérification efficace de Zero Knowledge Proof, particulièrement des Stark Proof. Et donc, pour nous, ça serait l'opportunité de reproduire le même genre de construction qu'on a aujourd'hui sur Ethereum, à savoir un ZK Rollup sur Bitcoin. Donc ça dépend d'un soft fork. Donc il y a quelques mois, on avait déjà dit que si jamais Opcat passait un jour, nous, on expandrait Starknet sur Bitcoin. Donc il y avait un si, c'était quelque chose d'hypothétique. Donc évidemment, c'est très risqué. Vous connaissez la culture du changement sur Bitcoin, qui, encore une fois, est une feature, ce n'est pas un bug, hein, c'est sain qu'il soit difficile de changer les règles de consensus de Bitcoin et que ça mette du temps à avoir un consensus au sein de la communauté Bitcoin. Donc voilà, les gens, beaucoup de personnes, que ce soit dans notre écosystème et partout, se disent, bah voilà, c'est quand même un bet qui est sacrément risqué, entre guillemets, de parier sur quelque chose qui est complètement hors de notre contrôle, quoi. Donc voilà, et donc les annonces récentes, c'est quelque chose qui chamboule un peu ça, ou en tout cas qui donne un chemin vers ça qui ne dépend plus de ce changement hypothétique de Bitcoin. Donc pour le dire concrètement, ça veut dire que maintenant on a annoncé un plan qui va nous permettre d'étendre Starknet à Bitcoin sans ce changement hypothétique. Donc comment ça va se faire, et c'est là où on va pouvoir à peu près rentrer un peu plus dans le détail, c'est que justement on va utiliser cette nouvelle invention qui est BitVM, qui va nous permettre de commencer à s'étendre sur Bitcoin en attendant ce changement hypothétique qui nous permettrait de déployer la vision complète qu'on a. Et donc, bah voilà, l'idée, ce serait de se dire, bah ok, Starknet va aller sur Bitcoin avec toujours le maximum de ce qu'il est possible de faire à l'instant T avec les capacités actuelles de Bitcoin. C'est-à-dire que là, sans soft fork, le maximum qui puisse être fait, c'est BitVM. Eh bien, on va faire du BitVM. Demain, s'il y a un changement sur Bitcoin qui permet de faire plus, d'aller plus loin, eh bien, on ira plus loin, etc., etc. Ok, bah merci pour ce résumé. Et donc en effet, ouais, c'est un peu toujours le débat avec Bitcoin. Qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on modifie. C'est toujours compliqué et ça prend des années. Enfin, c'est pas à toi que je vais l'apprendre, mais juste, je tiens à le rappeler. Et donc en effet, BitVM, ça avait fait pas mal parler quand c'était sorti. Il y a aussi BitVM V2 qui est sorti plus récemment. Qui est une sorte d'amélioration de BitVM un peu plus performante. Est-ce que tu peux, sans aller dans les détails des différences entre les deux, etc., mais juste Les nous variantes, parler, ouais. non, Ouais. juste nous dire, ouais, qu'est-ce que c'est, Ouais, à ouais. quoi ça sert, ouais, c'est ça, Ouais. sans aller Ouais, trop dans ok, le ça marche. technique. Ouais. Après, si les gens ont des questions pour aller plus précisément, on ira. Ouais, ça marche. Ok. Donc, l'idée de BitVM, première version, premier du nom, l'invention de Robin Linus, donc qui date de 2023. L'idée, c'était de se dire, bah, en fait, euh, n'importe quel, euh, euh, n'importe quel calcul, au final, il peut être décomposé être représenté sous forme de porte logique. Donc, vous voyez, bah, de toute façon, la base de l'informatique, que ce soit au niveau du matériel, etc., tout, ça marche par ce qu'on appelle des portes logiques. Donc, voilà, ça va être des portes logiques, ça va être par exemple des ou, des et, etc. Et en fait, par essence, tu peux décomposer n'importe quel calcul au travers de ces portes logiques. Mais en tout cas, BitVM, l'idée, c'est de se dire, on peut pas faire, on n'a pas énormément d'expressivité au niveau du Bitcoin Layer 1 lui-même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des calculs en dehors, donc off-chain, et on va avoir cette nouvelle construction BitVM qui va, un peu à la manière des Optimistic Rollup, en gros, BitVM, la première version, c'est entre deux parties spécifiquement. Ça ne peut pas être étendu à plus de parties. Donc, il y a un parti qu'on va appeler le prover et un parti qui va être le vérifieur. Donc, par exemple, vous êtes deux parties. Le prover va devoir convaincre que le résultat d'une opération donnée va être tel résultat. OK. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ce résultat on-chain sur Bitcoin. Et là, va se déclencher une période de challenge qui va être une période de temps durant laquelle le verifier, s'il n'est pas d'accord avec le résultat et qu'il pense qu'il y a une fraude, etc., il va avoir un temps pour la contester. OK. Donc, plusieurs scénarios possibles. Le verifier ne conteste pas durant la période fixée. Dans ce cas-là, le prover, il gagne dans le sens où il peut effectuer l'action associée au contrat tacite que les deux ont effectué. Par exemple, débloquer de l'argent.
Par exemple, on pourrait imaginer, je sais pas, ça pourrait être sur le contrat, ça pourrait être un prediction market sur le résultat d'un match ou peu importe. Euh, donc le prover, s'il n'est pas challengé, il a gagné. Donc ça veut dire qu'il peut récupérer les fonds ou en tout cas faire ce qu'il veut avec les fonds et les dépenser pour faire autre chose. Et ça pourrait être aussi un bridge ou peu importe. C'est juste un exemple. Deuxième scénario, le verifier n'est pas d'accord et dans ce cas-là, il va déclencher une dispute. Okay, donc là, ça va être un processus interactif dans lequel le verifier et le prover vont faire une sorte de ping-pong juste pour prouver, le prover, son job, c'est de prouver qu'il est honnête et le verifier, c'est de prouver que le prover est malhonnête. Donc, ça va utiliser ce qu'on appelle une recherche binaire. Donc, il va à chaque fois diviser par deux l'espace de recherche. D'accord. Donc, en fait, c'est par un peu comme ce qu'on appelle la dichotomie. À chaque fois, on va diviser l'espace de recherche par deux jusqu'à ce qu'on trouve une étape du calcul qui est incorrecte. Si jamais ça arrive, ça veut dire que effectivement le prover était malhonnête. Et donc dans ce cas-là, c'est le verifier qui va gagner. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va pouvoir pénaliser le prover. Donc typiquement, quand on va démarrer le setup initial, le prover va mettre de l'argent en jeu. Et si il est challengé dans la dispute et que le verifier a raison, dans ce cas-là, il peut pénaliser et récupérer l'argent bloqué du prover. Donc ça marche en théorie, mais ça a énormément de limitations sur le nombre de calculs qu'on peut faire, enfin la taille des calculs qu'on peut représenter. C'est très peu flexible parce que ça marche qu'avec deux parties, donc c'est très limité en termes de cas d'utilisation. Il faut envoyer beaucoup de transactions, etc., etc. Ensuite est arrivé BitVM2 qui a apporté des innovations majeures qui commencent là. Là, à partir de BitVM2, on se dit ouais, ok, là on peut commencer à faire des choses intéressantes. Premièrement, à la différence de BitVM 1 qui était limité à deux parties, là on peut avoir un plus grand nombre de parties. Donc on peut avoir plusieurs opérateurs. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en termes de trust assumptions, donc en termes de sécurité, il suffit qu'un seul des opérateurs soit honnête pour que le système soit secure. Donc c'est quand même relativement intéressant. Par exemple, c'est mieux qu'un multisig. Un multisig, on a besoin d'une majorité d'opérateurs qui va être honnête. Là, on parle d'un seul acteur honnête. Et en plus de ça, le pire des cas, si tous les acteurs sont malhonnêtes, ils peuvent uniquement censurer tout le monde. Et effectivement, par la même occasion, bloquer les fonds. Mais ils ne peuvent pas les voler. Donc c'est quand même intéressant parce que si tu peux, la pire attaque que tu puisses faire, c'est bloquer des fonds, tu as quand même moins d'incentive à le faire. Parce que, évidemment, c'est un acteur irrationnel. S'il fait une attaque, c'est pour gagner quelque chose. Donc ça, c'est intéressant. Et l'autre innovation majeure qu'apporte BitVM2, c'est que n'importe qui peut challenger. À la différence de BitVM où seulement le parti qui est désigné comme le verifier, il n'y a que lui qui a le droit de challenger le prover. Là, dans BitVM2, n'importe quel full node Bitcoin ou n'importe qui peut déclencher ce fameux mécanisme de dispute. Donc ça, c'est une innovation qui est quand même super intéressante. Ça veut dire que c'est n'importe qui, c'est permissionless pour déclencher une dispute. Et enfin, la troisième chose, c'est que BitVM2 s'oriente vers une approche où, en fait, au lieu de se dire, on va exécuter la computation elle-même, on va s'orienter d'un modèle de zero knowledge proof où justement, en fait, quand on va rentrer dans la dispute, ce qu'on va faire, c'est vérifier une zero knowledge proof qui correspond au calcul qui est le smart contract ou en tout cas l'opération qu'on est censé vérifier ensemble. Donc c'est pour ça aussi que c'est une primitive qui est intéressante pour nous, évidemment, en tant qu'expert dans la partie zero knowledge, parce que c'est une construction qui nous intéresse, parce qu'elle est beaucoup plus proche de ce qu'on fait en tant que zero knowledge que ZK Rollup, même si par essence, ça reste un modèle hybride dans lequel on peut considérer que c'est du ZK fraud proof. Donc c'est un hybride entre un optimistic rollup et un ZK rollup. Ok, et tu disais... Voilà. Pardon, je sais pas si c'est clair. Oui, j'étais mute, mais oui, pour moi ça c'est clair. Si dans le chat il y a des questions, n'hésitez pas. Tu parlais qu'on avait besoin d'une seule personne qui pouvait, on avait besoin d'une seule personne pour que il y ait pas de censure.
Mais jusqu'à combien de personnes est-ce qu'il peut y avoir est-ce qu'il y a une limite? Bonne question. Il doit y avoir une limite, je la connais pas. Ouais, mais t'as raison. Il y en a une, mais je la connais pas de tête. Ok. Ouais. Et une autre limite que j'avais entendu parler, enfin quand je me suis intéressé à BitVM V2, c'est enfin la taille que prendrait une vérification, comment dire une fraud proof. Comment dire, non, c'était quoi le thème? C'était le Ouais, challenge. Euh, ouais, ouais. Le challenge, ouais, combien de transactions il faut envoyer, etc. c'est ça. Et, dans le cas d'une fraud proof, quand il y a une dispute. Alors ouais, donc Une dispute, voilà. ouais, dans le cas d'une dispute, alors BitVM2 est beaucoup plus optimisé. Attends, laisse-moi me rappeler le nombre exact. Donc pour BitVM normal, c'est de l'ordre de log du nombre d'étapes du calcul. Donc par exemple, pour un calcul qui représente euh, quelques milliards d'étapes, ça représenterait quelques dizaines de transactions sur Bitcoin. Et pour BitVM2, je crois que le nombre de transactions, c'est quelque chose comme 3. Non, 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 même pas, même pas. C'est 2 dans le pire des cas, en fait. Donc c'est pas, en fait, c'est pas beaucoup de transactions pour dans le cas d'un challenge, dans le cas de BitVM2. Donc bien sûr de base, t'as les 3 transactions de base qui est la transaction de funding initiale, pardon, le processus dans lequel tu n'as pas de challenge, c'est il y a le processus de funding, le claim du prover, et si jamais il ne se passe rien, il y a le timeout et après le prover fait. Donc ça fait 3 transactions. Maintenant, dans le cas où il y a un challenge, pour le challenge, tu as soit un round ou 2. Donc en gros, voilà, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un nombre qui est constant. À la différence Ok. de BitVM 1, où ça dépend du nombre d'étapes du calcul, là, c'est un nombre qui est constant et qui est relativement petit. Ok, ouais, c'est ce que j'avais cru comprendre dans les, enfin dans l'article quand BitVM V2 est sorti, quand j'ai fait l'article, j'avais fait quelques recherches et j'avais trouvé 70 transactions pour BitVM 1 et 3 Exactement. pour BitVM V2 Ouais, c'est ça. au maximum. Ouais, Ok. tout à fait. Et et il me semble qu'il y a aussi une limite au niveau de la taille. Est-ce que il n'y a pas une histoire comme quoi ça pourrait prendre tout un bloc, ces 3 transactions ou Ah je oui, confonds alors avec autre chose? effectivement, non, 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 les transactions effectivement peuvent être super grosses. Ouais, ouais, Ok. complètement. Parce que je crois qu'il y avait une Ouais, sorte de ouais. limite qui était fixée justement à 4 mégabits, donc Quatre- ça ferait un bloc. Ouais, exactement. Et donc c'est pour ça que ça impose des limitations pratiques, par exemple sur, tu vois, par exemple si tu builds un bridge BitVM, si tu as tout le monde qui fait des withdraws en même temps et que tu as des challenges, etc., ça pose des sévères limitations pratiques, c'est-à-dire que ça peut augmenter euh, le temps qu'il faut attendre pour faire un deposit ou un withdraw sur un bridge Ouais. BitVM. Je sais, j'ai plus les derniers chiffres en tête, mais je crois que les versions les plus efficaces, c'est autour de un mois, je crois. Mais après, j'imagine que ça va Donc c'est un faire, chiffre très gros. j'imagine que ça va être assez similaire à ce qu'on a sur Liquid, dans le sens où il y a les gros acteurs qui eux vont faire du pay in pay out, mais les plus petits vont faire juste des swaps, des atomic swaps pour Ouais, les plus petits volumes, non? je pense qu'évidemment, on aura plusieurs types en fonction des profils de user, des montants, etc. On aura des variantes hybrides qui vont pas utiliser la même façon de faire le bridge en fonction du type de profil de user et des montants. Ouais. Ok. Et donc, pour bien comprendre, ça voudrait dire que bah, pour contester, pour faire une dispute, il faudrait que l'acteur qui fasse la dispute ait suffisamment de fonds pour payer les frais d'un bloc, si je comprends bien. Dans le cas où tu es le challenger, Ouais. euh, Enfin, ouais, jusqu'à un bloc si ça va au maximum ouais, de. dans le pire des cas, ouais. Ouais. Alors de toute façon, pour que le modèle marche, il faut que l'incentive économique de prouver qu'il y a une fraude soit plus grande que les frais, ça c'est sûr et certain. Donc évidemment, personne n'a aucun intérêt à envoyer une fraude proof s'il ne va pas gagner plus en retour que ce qu'il va dépenser. Donc il y aura c'est pareil, c'est de la game theory. Il faut que ça soit rentable d'envoyer une preuve de fraude, sinon évidemment le modèle ne tient pas. Parce que Ouais. ça te coûte plus cher de prouver une fraude que ce que tu vas gagner. Évidemment, il y a très peu de gens qui vont vouloir monitorer le système de manière honnête, quoi. Ouais, c'est assez difficile à calculer parce que, enfin, j'imagine que mathématiquement, on pourrait se dire,
enfin, on pourrait avoir un inconnu qui serait le montant de Bitcoin qu'il faut dépenser en frais, mais que, enfin, c'est difficile de savoir où est-ce qu'on le met, quoi. Est-ce que à 1 sat par V-byte, enfin forcément 1 sat par Voilà, exactement. V-byte, Il y a le côté dynamite, il y a le côté dynamique, ouais, évidemment, ouais. du prix. Ouais, ouais, exactement. Parce que ce serait intéressant ça, je sais pas si s'il y a des gens qui travaillent dessus, mais de pouvoir déterminer à partir de combien environ de frais, est-ce que ça devient moins intéressant, je sais pas si c'est 100 sats par Ouais, V-byte ou plus. ouais. Non, t'as raison. Je sais pas s'il y a des gens qui font des études là-dessus, mais je pense qu'il faudrait faire des ABM, donc des Agent-Based Simulation, et justement faire avec différents scénarios, différentes configurations pour modéliser les comportements des différents acteurs, que ce soit des acteurs honnêtes, des attaquants, etc., en fonction de l'évolution du prix. Ouais, carrément. Parce que ouais, ça a l'air d'être un peu la seule grosse faille, à part le fait que t'as dit tous les acteurs peuvent se mettre d'accord pour bloquer. Euh, donc ouais, c'est ça. En gros, si je résume bien, les deux grosses failles entre guillemets problèmes que qui pourraient te poser, c'est que tous les acteurs qui gèrent le multisig entre guillemets soient volontairement, enfin bloquent volontairement toutes les transactions. Et le deuxième que ce soit pas assez rentable de faire une dispute. Au cas où on t'entend plus. Je crois que Twitter se remet à bugger. Ah, je vois ton micro qui se ferme, mais on t'entend pas quand tu parles. Voilà les joies de Twitter. On avait eu le même problème, je crois que c'était avec Max, de l'organisateur de CryptoXR, où c'était pareil, ça s'était coupé comme ça. Attends, faut que j'accepte. Toc. Abdel est en train de revenir. Ah, est-ce que tu m'entends là? Ouais, impec. Ah, ok, c'est revenu. Ok, bon, bah désolé. Non, non, mais Tu as raison c'est pour Twitter qui bug. Ouais, d'accord. Tu as raison pour les deux risques que tu as mentionnés. Le risque de censure si tous les opérateurs colludent et le risque de modèle qui ne soit pas économiquement viable. Et après, voilà, il y a tous les challenges pratico-pratiques, c'est-à-dire les temps pour déposer, withdraw, les potentielles inefficacités de capital pour les opérateurs du bridge en termes de liquidité qu'ils doivent mettre pour pouvoir gérer tous les deposits et les withdraws dans des scénarios où tout le monde withdraw en même temps, etc. Voilà. Il y a toutes ces questions-là aussi qui sont pas forcément entièrement résolues en termes d'efficacité de capital pour opérer un bridge BDM. Ok. Ça, j'imagine, enfin, c'est des choses qui sont assez floues, mais je pense qu'on aura des précisions à mesure que. Ouais, bah c'est une construction qui est encore jeune, qui n'a pas été du tout battle testée, hein. Il y en a même pas en production encore aujourd'hui, hein. Donc on parle de quelque chose qui est même pas encore en production. Je pense que les premières solutions BDM mainnet vont arriver courant juin, courant juin de cette année. Voilà, je pense que bon, j'aimerais que nous on soit parmi les premiers, mais je sais que Citrea ils sont à un stade plutôt bien avancé par rapport à ça. Et voilà. Ouais, bah, c'était un peu les questions que je t'avais posées pour l'article qu'on a fait le jour de l'annonce. Quelles étaient les prochaines étapes donc en gros, Ouais, tu parlais de d'audit. ouais, exactement. Bah, évidemment, comme on l'a dit et comme vous vous rendez compte, c'est une construction qui est très jeune, etc. Donc il y a beaucoup d'inconnus en termes de sécurité. Donc là, un gros morceau, ça va être vraiment la partie audit du code de BitVM, sachant que c'est extrêmement compliqué de trouver des auditeurs pour auditer BitVM parce que ça rassemble un panel de compétences requises très 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 spécifique parce que c'est à la croisée entre des compétences Bitcoin Script qui est déjà très rare, de la cryptographie avancée, des zero knowledge proof, un peu de la partie modèle game theory et compagnie. Donc c'est très difficile à auditer. Donc ça veut dire que c'est pas facile de trouver des auditeurs. C'est des audits qui vont être très très coûteux et qui probablement vont prendre pas mal de temps. Donc voilà, il reste une inconnue sur la durée d'audit, etc. Mais les audits a priori devraient démarrer dans les semaines qui arrivent. Et en fonction de la durée,
moyennant qu'il n'y a pas de faille de vulnérabilité critique à corriger, etc., on pourrait voir les premières solutions BitVM en production, ouais, peut-être cet été, si jamais il n'y a pas de surprises, de mauvaises surprises et de failles qui sont découvertes d'ici là. Ok. Donc pour résumer, BitVM permettrait en gros de faire un bridge, donc un pay-in, pay-out, Ouais, relativement trustless. exactement. Qui est trust Est-ce qu'on- minimized. Ouais, exactement. Ouais. Trust Comparé à ce minimized, qu'on a... Vas-y, vas-y. qui est mieux que, bah, ouais, voilà, trust minimized et qui est mieux que toutes les solutions existantes quand même, hein, qui existent, hein. Le mieux aujourd'hui en termes de trust minimized, c'est des multisigs, hein. Donc c'est des fédératifs multisigs comme Liquid ou les différentes flavors de wrap Bitcoin. C'est voilà, tout est du multisig. Donc des solutions à base de VMware, c'est mieux que ça. Voilà, il faut le préciser, hein. Les trust assumptions sont plus intéressantes parce qu'il suffit d'un seul acteur honnête et le pire scénario qu'ils peuvent faire, c'est pas voler, à la différence des autres. Par exemple, les solutions actuelles basées sur le multisig, ils peuvent voler s'ils coopèrent ensemble. Donc évidemment, ils ont potentiellement plus d'incentives à être malicieux. Donc voilà, c'est intéressant pour le monde Bitcoin en général, parce qu'on aura des solutions de bridge qui seront beaucoup plus trust minimized que ce qui existe aujourd'hui. Ok. Et donc, est-ce que, enfin, je veux dire, admettons, Starknet, enfin, arrive à bien implémenter BitVM et qu'on a une sorte de wrap BTC sur Starknet qui est Trust Minimize. Est-ce qu'on pourrait vraiment appeler ça un L2 ou est-ce que c'est un entre-deux? À ce stade, ça resterait un entre-deux pour moi. Parce qu'il manque quand même la partie settlement. Euh, Parce que bon, c'est c'est mieux en termes de bridging. Donc, c'est une des parties que tu as besoin pour avoir un L2, c'est d'avoir un bridge qui est trustless, si possible. Bon, là, c'est pas trustless complètement, mais c'est trust minimized. Mais ça suffit pas pour l'appeler un L2. Voilà, un L2, typiquement, il doit pouvoir hériter de la sécurité du L1. Ce n'est pas le cas ici. Tu n'hérites pas de la résistance à la censure de Bitcoin. Tu n'hérites pas. Voilà, il y a plein de choses dont tu n'hérites pas vraiment dans ce modèle-là. Ouais. Donc moi, à ce niveau-là, je ne pourrais pas l'appeler vraiment un L2. Ok. Et est-ce que tu pourrais nous décrire un peu comment Starknet fonctionne, en tout cas son consensus? C'est un proof of stake. Ouais, Euh, exactement. Alors là, tout de suite aujourd'hui, c'est centralisé. Il n'y a même pas encore le proof of stake. Donc il y a la partie staking qui a été implémentée, mais c'est uniquement la partie staking du modèle économique, mais pas l'implémentation du consensus en tant que tel au niveau du réseau. Donc là, les validateurs, par exemple, ils ne peuvent pas se faire ça, ils ne participent pas vraiment au consensus. Il n'y a que Starkware qui opère le séquenceur et qui peut créer des blocs. Donc là, aujourd'hui, c'est centralisé. Là, on travaille évidemment activement sur la décentralisation. Il y a deux implémentations concurrentes du consensus qui sont développées, une en interne et une en externe par la team Informal System, qui sont des poids lourds en termes d'implémentation de consensus. Par exemple, c'est eux qui ont développé Comet VFT, donc l'algo de consensus de Cosmos, hein, tout simplement. Donc, ils développent aujourd'hui aussi le consensus pour Starknet. Une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'après, on a un Starknet décentralisé au niveau des séquenceurs et donc en proof of stake. Donc, avec un algorithme de consensus qui est une variante de Tendermint. Donc, il y a un BFT, un consensus BFT qui a la particularité d'avoir du single block finality. Donc, tu as la finalité sur le L2 en un seul bloc avec ce genre de consensus. Donc voilà, ça c'est le modèle qui va arriver dans l'année pour Starknet en termes de décentralisation. Donc Proof of Stake avec une variante de Tendermint pour le consensus qui va donner du single block finalité au niveau du L2. ok. Ok, bah c'est très clair, hein. Donc ensuite, chacun son avis sur le proof of stake. Bien sûr. Ouais. Euh, Donc je sais pas, est-ce que je voulais parler un peu d'Ethereum, ça pourrait permettre aussi de parler du proof of stake, pourquoi est-ce que pour moi c'est pas vraiment viable. Oui. Mais est-ce que tu peux nous partager un peu ton avis sur comment Ethereum évolue? Il y a pas mal de drama sur l'Ethereum Foundation ces derniers Ouais. mois. Est-ce que pour toi les propositions de fork sont bonnes? Mhm. Voilà, très brièvement. Ouais. Euh, j'ai des inquiétudes pour l'avenir d'Ethereum, pour être très honnête.
Euh, un des trucs qui me plaît pas forcément, c'est un petit peu ce mouvement de panique et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont trop peur de Solana et qui veulent aller trop vite. En gros, la réponse à cette peur de Solana, c'est OK, bon, il faut qu'on shift plus vite et qu'on aille encore plus vite, etc. Alors que moi, pour moi, déjà, selon moi, on est déjà dans un mode où Ethereum va trop vite. Ça peut paraître bizarre pour le monde crypto, pas pour Bitcoin évidemment, parce que Bitcoin pour le coup va beaucoup plus lentement, mais Ethereum a cette perception dans la tête des gens que c'est lent, ça bouge pas, etc. Alors que pour moi, Ethereum déjà aujourd'hui avance trop vite. Et pour être honnête, hein, pour le dire très franchement, même en 2021, j'avais déjà des débats avec Tim Beko, qui est celui qui est à Ethereum Foundation aujourd'hui, qui gère un peu les all core dev, les call all core dev, qui un petit peu coordine toutes les teams qui travaillent sur les clients Ethereum, etc. Et je lui disais, pour moi, l'une des craintes que j'avais, c'était que Ethereum manque le virage de l'ossification et on va toujours accumuler des changements de plus en plus rapides, etc. Et c'est ça qui me fait un peu peur aujourd'hui. Par exemple, il y a cet appel majeur à augmenter drastiquement la taille des blocs. Bon, bah, évidemment, ça fait penser aux heures sombres de la block size war, Bitcoin, etc. Et je trouve un peu dommage qu'on n'en tire pas les enseignements. Même si, pour être honnête, je pense que techniquement, la majorité des propositions sont raisonnables, techniquement, dans le sens où à la différence de Bitcoin, on est quand même en mesure de d'avoir des light clients très efficaces grâce aux ZK sur Ethereum. Donc ça veut dire, pour le dire très clairement, sur Bitcoin, c'est normal que les gens soient frileux à augmenter la taille des blocs parce que effectivement, il y a un impact non négligeable sur la décentralisation si tu augmentes les requirements pour pouvoir vérifier la chaîne Bitcoin. Donc évidemment, je suis évidemment content que les small blockers aient gagné. Ça aurait été très dangereux pour la décentralisation. Mais Ethereum n'est pas dans la même configuration complètement parce que Ethereum permet de vérifier efficacement du ZK. Donc ça veut dire que tu peux avoir des compromis qui sont plus intéressants. Donc tu peux être capable d'augmenter la taille des blocs, mais sans pour autant que ça soit plus difficile de vérifier la validité des blocs grâce au ZK. Mais quand même, juste par le précédent, je n'aime pas trop un peu ce précédent de vouloir avoir une réponse au marché. Parce qu'en fait, là, ça sonne un peu comme une réponse au marché. Tu vois, cette fatigue des gens qui ont par rapport au price action de ETH, etc. Moi, j'aimerais, mais évidemment, c'est un peu idéaliste, mais j'aimerais qu'on soit dans un monde où il n'y a rien qui soit drivé par rapport au prix du token, tu vois. Et jusqu'à présent, ça n'avait jamais été le cas. Et j'ai l'impression que pour la première fois, que c'est, même si personne ne le dit ouvertement, mais j'ai l'impression que tu vois, c'est un peu drivé par cette panique et le fait que tout le monde un petit peu en a ras-le-bol d'Ethereum, majoritairement par rapport au price action. Et ça me fait peur en termes de précédent, même si dans l'absolu, les propositions techniques à proprement parler sont somme toute raisonnables parce que Ethereum est très avancé en termes de possibilité de vérifier l'intégrité grâce aux ZK. Mais voilà, j'ai quand même un peu peur du signal que ça donne et du précédent. En gros, maintenant, j'en arrive à la conclusion parce que j'ai beaucoup réfléchi ces dernières années sur le bon équilibrage sur la vélocité des changements. D'accord. D'un côté, on a Bitcoin qui a vraiment cette ossification très forte, etc. Ethereum qui va plus vite. On a grosso modo cette volonté de faire peut-être même un hard fork par an à terme. Je pense que c'est beaucoup trop rapide. Mais en fait, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a pas de nombre absolu qui est bon. En fait, pour moi, ça doit être une fonction de la résistance du social layer. Par là, je vais dire que, en fait, tu peux potentiellement aller plus ou moins vite en fonction de à quel point ton layer social est résilient pour protéger le protocole et ses principes fondamentaux. En gros, si tu as assez de gens qui vont monitorer tous les changements, qui vont être capables de se dresser contre les changements qui sont dangereux, etc., et ben potentiellement, tu peux avoir plus de choses qui se passent. Mais par contre, si tu n'en as pas assez qui font ce travail-là, et j'estime que c'est le cas, c'est pas le cas sur Ethereum malheureusement, ça devient dangereux parce qu'en fait, tu es dans un monde où c'est un cercle vicieux. Parce que sur Ethereum, en gros, si je compare les deux social layers de Bitcoin et Ethereum, pour moi, le social layer d'Ethereum, en réalité, d'un point de vue core dev et rechercheur, je considère qu'il est meilleur que Bitcoin. Plus diversifié, beaucoup plus de monde, beaucoup plus de talent, etc., etc. Mais par contre, en termes de social layer de users, à la fois des power users et des normies, je trouve qu'il est inférieur à celui de Bitcoin. Dans le sens où il est un peu plus naturel
parmi les power users de runner un full node, même les normies, je vois un petit peu les normies, bon, on essaie quand même de les éduquer sur l'importance de runner un full node, la souveraineté, etc. Et en fait, malheureusement, entre guillemets, c'est aussi dû au fait que à la complexité d'Ethereum. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de choses qui sont de l'ordre technique, engineering, etc. Des choses qui sont excitantes d'un point de vue engineering, etc., mais qui sont entre guillemets des distractions par rapport à la mission qu'on essaye de faire, etc. Donc, comme Bitcoin, je vais essayer de le dire autrement, comme Bitcoin est plus simple dans sa fonction première, il se contente de faire très peu de choses, mais il les fait bien, bah dans ce cas-là, ça veut dire que pour comprendre ce que fait Bitcoin, ça va assez vite. Donc tu peux te focaliser sur les valeurs fondamentales de la souveraineté, la résistance à la censure, l'importance de runner un node, etc. Si tu compares des événements, des conférences Bitcoin par rapport à Ethereum, les événements Ethereum sont très tech-centriques, etc. Alors que dans des événements Bitcoin, tu as toujours le volet économique, philosophique, etc. Et je pense que c'est sain. Et entre guillemets, moi, pour qu'on puisse avancer toujours à la même vitesse sur Ethereum, je voudrais que d'abord on ait un push plus fort, revenir aux fondamentaux sur le push sur l'éducation, de pourquoi on fait tout ça, des valeurs fondamentales, avoir un push beaucoup plus fort sur inciter les gens à runner des nodes et compagnie. Je pense qu'il y a de plus en plus d'acceptation de certains compromis parce que c'est trop core dev centrique Ethereum. Et en soi, comme j'ai dit, en vrai, il y a vraiment des gens qui sont mission driven, qui sont cypherpunk, il y en a encore beaucoup, ça c'est clair. Mais comme on dépend trop des core devs, etc., et je voudrais qu'il y ait plus de users qui fassent aussi ce rôle de watchdog, qui surveillent ce qui se passe, qui peuvent se manifester s'il y a des dérives, etc. Même si, dans l'absolu, il n'y a pas encore trop de dérives, mais il pourrait. Rien que le fait qu'il pourrait, c'est dangereux. Donc j'aimerais un peu plus de toxicité, en vrai. On en parlait tout à l'heure en rigolant, mais en vrai, je pense que c'est important d'en avoir des gens qui challenge un peu tout par défaut, qui ont besoin d'être convaincus et compagnie. Aussi, par exemple, un push plus fort sur l'infrastructure pour inciter les gens sur les risques d'utiliser un RPC public, etc. Il y a un truc que j'aime bien dans l'écosystème Bitcoin, c'est que le tooling lui-même, les wallets t'accompagnent beaucoup vers la souveraineté. Par exemple, si tu vas utiliser un RPC public, tu vas avoir souvent des gros warnings qui vont te dire attention, là tu fais un compromis sur ta privacy, ce genre de choses. Donc j'aimerais voir un peu plus ça sur Ethereum et que pas qu'on soit trop dépendant de à quel point les core devs restent cypherpunk ou pas. Voilà, en gros. Bah, merci pour tout cet avis, mais c'est assez intéressant. J'ai l'impression que on est plutôt d'accord, même si tu restes plus ouvert à Ethereum que moi, et moi je le rejette petit à petit. Ouais. Forcément, vu l'expérience et le background, ça explique tout. Mais donc, comme t'as dit, ouais, il y a les forks, et j'ai l'impression en fait, les forks c'est un gros problème d'Ethereum, parce qu'il y en a trop, et que justement c'est ça qui crée l'effet que tu décrivais, que il y a trop de, enfin les développeurs core sont trop présents, et il y a moins de la communauté qui comprend ce qui se Justement. passe. C'est complètement lié, t'as raison. Et en fait, c'est ça que je voulais dire par le cercle vicieux. Parce que plus tu fais ça, moins tu laisses l'opportunité aux peu de gens qui voudraient s'intéresser de le faire. Parce que même le peu qui voudraient, bah, en fait, ils sont juste submergés. Ils peuvent littéralement pas tout suivre parce que c'est trop complexe. Et ça va trop vite, il y a trop de choses en même temps. Donc c'est un cercle vicieux, exactement. Ouais, c'est un peu ça la critique que nous, les bitcoins maximalistes, si on veut tous nous mettre dans une grande case, c'est que Ethereum en fait met sur le bord de la route une grosse partie de sa communauté. Voilà, les utilisateurs initiaux d'Ethereum sont soit maintenant en dehors du marché des cryptos, soit sont devenus Bitcoin maximalistes, soit sont encore un peu en train dans le déni de se dire peut-être Ethereum ça va être centralisé, ça va être décentralisé. Et aujourd'hui, en fait, on le voit surtout avec le base layer que tu parlais. Les sujets les plus chauds, j'ai l'impression que le sujet le plus chaud sur Ethereum aujourd'hui, c'est le staking pour les ETF. Et enfin, je me dis, alors c'est complètement contradictoire. Vous avez passé un proof of work, un proof of stake. Alors, pour être honnête, moi qui côtoie du coup les deux, je pense que ce syndrome, pour le coup, il est plus fort sur Bitcoin, hein. Je pense qu'il y a plus une mouvance de Simp ETF et Simp Sailor, Simp Oui, Truck et mais tout sur là, Bitcoin que sur Ethereum, pour le coup. Mais bon. alors je suis d'accord avec ça. Il y a une grosse communauté pro Sailor, etc. Même si ces derniers temps ça change un petit peu. Mais au niveau des ETF, Dans le en bon fait, sens, tu dirais? je pense qu'il y a plus de gens qui commencent à rejeter Sailor, Ah, notamment d'accord, d'accord. avec ses dernières prises de parole, le petit débat qu'il a eu contre avec Save Dynamus, c'est son idée de yield
Ah BTC oui, sans effectivement, risque. c'est vrai qu'il s'est pris un peu de backlash, ouais. Ouais, et puis il y a aussi des rumeurs qui disent il a influencé Ark Invest pour ne pas redistribuer une partie des frais aux développeurs core. Enfin bref, il y a pas mal de drama autour de lui. Mais c'est vrai qu'il y a encore une grosse communauté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la communauté, enfin Ethereum est beaucoup plus dépendant d'une centralisation des Ethers que de Bitcoin parce que proof of stake. Et donc à Ah oui, partir d'accord, du c'est ça que tu veux dire. ouais, à partir du moment où tu laisses BlackRock staker 1 ou 2 millions d'Ethers, je sais pas combien ils en ont, je crois qu'ils sont à peut-être un demi-million actuellement. Bah en fait tu Ah, centralises ton réseau. 100%, ouais, non, le risque il est plus grand par rapport à ça parce que là, t'as pas l'entropie externe comme l'énergie dans le cas du proof of work. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai. Et la réponse ultime que les Ethereum Maxi donne, moi que je me satisfais plus, c'est bah, social consensus pour hard fork. Mais c'est une réponse un peu trop facile, tu vois. Même si techniquement elle est vraie, tu pourrais faire un social consensus et faire un hard fork si jamais tu avais un acteur malicieux qui voudrait faire une attaque, mais c'est pas une bonne réponse parce que si tu peux le faire euh, dans un sens, tu peux aussi le faire dans l'autre potentiellement. Donc ouais, je suis d'accord là-dessus. Ouais, mais surtout quand tu vois l'état du staking, d'après les données qu'on voit sur c'est Dune Analytics, je crois le site, tu peux voir en fait les grands groupes qui stake, pardon, j'ai Ouais, lapsus. ouais, j'ai vu ton tweet récent. Bon, je pense que tu as pris un peu trop de raccourcis. Par exemple, Lido, tu les considères comme une seule entité alors que c'est pas le cas. Non, non, bien Mais sûr. bon, Non, global, parce ça que change pas le propos. Ouais. ouais, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, il y a que 20% des personnes qui stake par eux-mêmes, tu vois. Et donc ça veut dire qu'ils délèguent leur Ah, des home stakers, tu veux dire? Ouais, ok, ouais. ouais, Mm. genre en fait Ouais. ils délèguent leur staking, donc ça veut dire qu'il y a 80% des gens qui utilisent soit des plateformes centralisées, soit des intermédiaires pour staker. Et donc bah en soi, même si en effet on peut dire oui, en fait c'est plutôt sécurisé parce que si, parce que ça, il y a des protocoles, il y a des sécurités. Bah en fait dans la philosophie du truc, ça reste quand même 80% des stakers qui ne stakent pas par eux-mêmes et qui le font que peut-être pour avoir des tokens. Des LST pour pouvoir les restaker Mhm. après et chercher du rendement. Et si tout ce schéma s'effondre, bah au bout d'un moment les gens vont juste arrêter de staker et ça peut toucher la chaîne. Même si je pense pas que ça va arriver, mais enfin Ouais. juste Non, mais je comprends. ouais je trouve que ça avait pas vraiment de sens et encore plus quand on voit tous les pros Ethereum qui parlent des ETF, qui parlent du staking de par BlackRock etc et qui disent ah c'est trop bien. Euh, Grosse Ouais. contradiction pour moi. Ouais, non, carrément. De toute façon, ça c'est clair que c'est du bullshit. Euh, Mais même pour Bitcoin, hein, d'ailleurs, je suis pas pro ouais, ETF, ni pareil. pro réserve stratégique, etc. Je suis Ouais, pas du tout exactement. content. Ça représente aussi un risque pour Bitcoin, même si tu as raison, je suis d'accord qu'il est moindre comparé au risque sur Ethereum, mais il existe quand même. Ce que je voulais dire, c'est que moi, fondamentalement, hein, je t'avoue que je suis de plus en plus, j'aime de plus en plus la pureté, la simplicité du proof of work, hein. Il est assez limitant, pour être honnête, surtout pour le fait que tu n'aies pas de finalité ou des trucs comme ça. C'est très contraignant quand tu veux builder des L2, justement. Effectivement, la simplicité et la pureté du proof of work et le fait que tu as une entropie externe au réseau, c'est vraiment une dinguerie. Et c'était probablement ça la disruption ultime au final de l'invention de Bitcoin. Donc ça, c'est sûr. Maintenant, le petit astérix que je mets, c'est que c'est le seul POS que je tolère, c'est vraiment celui d'Ethereum. Pourquoi? Bah, déjà, il a eu 7 ans de distribution en Proof of Work. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que, à la différence des autres, il est vraiment designé pour être méga résilient et antifragile pour pouvoir s'auto réparer si jamais il y a des problèmes. Et il est fait pour être massivement décentralisé. C'est vraiment le seul protocole de proof of stake qui est optimisé pour avoir des centaines de milliers de validateurs, etc. Parce que tu vois notamment le fait que tu as une distinction entre tu vois, il y a en deux parties le consensus d'Ethereum. Tu as la partie liveness, donc tu peux continuer à créer des blocs, même si tu peux pas les finaliser. Donc ça, c'est fait en sorte que si jamais même tu as un problème temporaire où tu peux pas finaliser, bah, tu peux quand même continuer à créer des blocs jusqu'à ce que le réseau s'auto-répare. Et tu as des mécanismes qui s'auto-réparent. Par exemple, les validateurs, ils sont pénalisés de plus en plus fortement s'ils sont inactifs, etc., etc. Enfin bref, tout ça pour dire Ouais. que c'est le seul POS que je tolère, et je mets des guillemets dans le sens tolère, ça veut dire que je suis pas pleinement satisfait, mais il est objectivement pas dans la même ligue que les autres, et en plus, il a eu 7 ans de distribution en proof of work. Voilà, Ouais, pour être très précis.
Je pense qu'objectivement, si on veut comparer les POS, Ethereum est le meilleur entre guillemets. Mais par contre, pour moi, le POS c'est vraiment, enfin, j'ai pas envie de dire médiocre, mais Ouais, je trouve c'est ça pour toi, solide. je sais très bien ce que tu veux dire, c'est la reproduction du modèle actuel. Exactement. C'est Donc, pas différent du modèle Fiat. Je comprends ce point de vue. Je pense qu'il n'est pas tout à fait exact, mais je comprends l'analogie, hein. ouais. Elle est légitime. Ouais. La seule différence, ce serait que il y a pas d'entité centrale qui peut gérer la création de liquidité. Mais sinon, c'est la même chose. C'est des gens qui ont de l'argent et qui vont nous Après, prêter en échange d'un rendement, quoi. ouais. Ah, et j'ai oublié un troisième point pour lequel je tolère, avec des guillemets, celui d'Ethereum, c'est qu'il n'y a pas de mix entre le staking, la sécurité et la gouvernance. Là, par contre, je serais absolument contre, et demain, je suis le premier à dire que c'est de la merde si jamais, à un moment donné, le staking donne des fonctions de gouvernance du protocole. Là, si tu mixes les deux, là, je suis 100% d'accord que c'est probablement même pire que le système Fiat. Parce que là, c'est vraiment plutocratique et les plus riches peuvent influencer le protocole sur des trucs qui les arrangent. Donc, le fait qu'il y a une stricte séparation et que le staking te donne absolument aucun poids dans la gouvernance est aussi quelque chose de bien et qu'il faut préserver à tout prix, quoi. C'est-à-dire que oui, enfin juste ils valident, mais ils font pas de choix Voilà. Ouais. de fork, Par exemple, etc. C'est ça bah, que tu je as veux dire. beaucoup de, ouais, exactement. Bah, tu as beaucoup Ok. de blockchains en proof of stake, qui c'est des proposals, et littéralement, tu votes. Toutes les blockchains Cosmos, par exemple, ou tout ça, c'est des votes, et c'est les validateurs, c'est le poids du staking qui donne la pondération du vote. Donc là, c'est très, très dangereux. Pour moi, là, c'est clairement plutocratique, et là, c'est catastrophique. Ouais, Sur Ethereum, c'était pas le cas. ça fonctionne un peu comme une grosse DAO, quoi. Si je Voilà, me trompe pas. Ouais. exactement. Mais Ok. ça, c'est catastrophique. Encore pour une app, je pense que ça peut avoir du sens, mais pas pour un protocole. Ouais. Bah, c'est un peu la limitation qu'on voit. Par exemple, bah, AAV fonctionne comme ça, et ça doit être un des protocoles dont le token est le plus distribué. Mais même lui est relativement centralisé encore, parce qu'il y a aussi du delegated staking où les gens vont donner leur droit de vote, etc. Je sais pas c'est quoi le terme exact, mais ouais, ça aussi ça a ses limitations, quoi. Ouais, exactement. Et donc vient ma prochaine question. Est-ce que bah, un peu, ça se matérialise un peu par le désintérêt pas forcément désintérêt, mais ce que tu t'exprimais, ta vision d'Ethereum qui évolue et ton intérêt grandissant pour Bitcoin. Est-ce qu'il y aurait pas des personnes autour de toi dans la communauté Ethereum qui ont l'impression que bah, Starknet est en train de délaisser Ethereum au profit de Bitcoin, peut-être en voyant le Absolument. prix ou en voyant plein de choses. Donc c'est vraiment un choix de rejeter Ethereum. Ouais. Alors, ce n'est pas un choix délibéré de rejeter Ethereum. Alors, et là, je tiens à faire une précision très importante. J'ai pas envie de mixer mon opinion personnelle à la position de Starkware ou Starknet. C'est-à-dire que si jamais j'étais dans un mode où moi je rejette personnellement Ethereum, il faudrait quand même dissocier ça de la position de Starkware ou Starknet. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair ce que je veux dire. C'est probablement pas clair. Et ça probablement veut dire quelque chose en soi, ce que je suis en train de dire là. Bon, ok. Oublie ce que je viens de dire. Je vais reformuler. Non mais oui, en gros, juste pour que tout le monde comprenne, enfin, tu parles en ton nom et pas au nom de Starknet. Ouais, Starkware. voilà. Je vais essayer de dire les deux. Et je vais dire quand c'est mon nom et quand c'est Starknet. Ok. Euh, pour répondre à ta question, oui, il y a des gens dans l'écosystème Ethereum qui nous tapent déjà dessus, hein, très clairement. Et déjà, ça date même d'avant les annonces. On a littéralement des gens qui, depuis 2021, qui nous disent mais comment ça se fait? Qu'est-ce que vous faites à vous intéresser sur Bitcoin, etc. Moi, j'avais des débats avec des gens de la communauté Ethereum, de Ethereum Foundation. Je ne vais pas dire les noms, mais en 2021, justement, sur Proof of Work versus Proof of Stake, etc. Et je détestais tous les gens qui chiaient sur le Proof of Work avec les trucs bullshit de consommation énergétique, de c'est pas bien sur la planète, etc. Je me suis fighté énormément avec ces gens-là. Et là, de plus en plus, ils ont senti qu'on se rapprochait de plus en plus de Bitcoin, voilà, qu'on avait commencé à tisser des liens forts dans la communauté Bitcoin, avec beaucoup de Bitcoiners de plus en plus, qu'on faisait de plus en plus de research euh, sur Bitcoin, etc. Et là, ça s'est matérialisé de plus en plus fortement avec des annonces très fortes qui disent Starknet va s'étendre sur Bitcoin, etc. Et donc, ça, couplé au mood ambiant dans l'écosystème Ethereum, les gens ont potentiellement tiré des conclusions. Effectivement, il y a des gens qui se sont dit, ok, bah, les gars quittent le navire, quoi. C'est pas du tout la stratégie de Starkware ou de Starknet dans son ensemble. Et à aucun moment ça a été calculé par rapport aux conditions de marché, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est un move qui est prévu de longue date. Ces annonces, elles sont pas du tout corrélées au sentiment du marché par rapport à Ethereum. La volonté d'aller sur Bitcoin, elle était là depuis longtemps. Et là, elle se matérialise parce qu'il y a la possibilité de le faire avec BitVM, etc. Et on veut continuer à faire avancer la recherche sur Opcat, etc.
Euh, Il y a des gens dans la communauté Ethereum, effectivement, qui voient ça d'un mauvais œil et qui, même qui ont essayé de nous convaincre que c'était pas une bonne idée, etc., que de toute façon les bitcoiners nous rejetteraient toujours, etc. Et c'est marrant parce que finalement, on est un peu pris entre deux feux, dans le sens où bah, il y a beaucoup de gens de la communauté Bitcoin qui malheureusement euh, vont s'arrêter au fait que on avait des liens avec Ethereum ou le fait qu'il y a un token, etc. Et que pour certains, ça suffit à nous disqualifier complètement notre crédibilité et qui vont même pas chercher à voir le travail réel qui est fait en termes de recherche, de code open source, etc. Euh, et de l'autre côté, on est pris en sandwich aussi de l'autre côté par des gens de la communauté Ethereum qui voient ça d'un mauvais œil parce que je pense que dans la tête de certains, on représente l'incarnation que Bitcoin pourrait aussi euh, taper sur la value proposition d'Ethereum en tant que settlement layer pour des rollups. Parce que c'est entre guillemets un peu la voie qui était vraiment embrassée, de dire on adopte une roadmap qui est rollup centrique, Ethereum devient settlement layer, qui va devenir le settlement layer pour tous les rollups et l'activité économique on-chain, etc. Et nous, on représente un monde dans lequel, hypothétiquement, Bitcoin pourrait aussi être un settlement layer. Et après, on peut débattre longtemps sur lequel des deux serait le meilleur settlement layer, etc. D'ailleurs, j'écris à ce sujet depuis un moment et il va falloir que je publie, mais c'est une comparaison qui n'est pas si simple à faire, mine de rien. Mais il y a beaucoup de raisons de penser que Bitcoin peut être un sacré putain de settlement layer. Il a des propriétés qui font qu'il pourrait être très très bien. Donc je pense qu'on représente un monde hypothétique dans lequel Bitcoin pourrait taper sur la value proposition d'Ethereum et potentiellement l'anéantir. Parce qu'en fait, tu pourrais extrapoler et dire, bah attendez les gars, si Bitcoin peut devenir un settlement layer, quel est l'intérêt de Ethereum, tu vois? Parce que là, Ethereum, il est morcelé entre deux narratives. Tu as les Layer One qui, eux, font des compromis, donc ils peuvent aller hyper fast, etc. C'est très plaisant par les users parce qu'ils ont zéro sécurité. Bitcoin qui est à l'opposé, qui va doucement, qui prend le temps de faire les choses, qui est de plus en plus embrassé par les institutions, les gouvernements, etc. Aussi de par sa simplicité. Si en plus il peut devenir un settlement trade layer, ça peut faire mal à Ethereum. Donc je pense qu'on est l'incarnation de ce monde-là. Et c'est pour ça que ça leur fait peur à certains. Moi, de manière générale, j'ai envie de toujours embrasser l'intellectuel et de m'opposer à tout truc que je trouve injuste. Et je m'oppose fermement à tous les gens de la communauté Ethereum qui représentent ce courant de pensée. Ou même, pour aller plus loin, hein, je m'oppose de plus en plus à tous les gens de la communauté Ethereum qui ne souhaitent pas le succès de Bitcoin. Et je veux les dire très clairement, je peux concevoir qu'on soit Bitcoin maximaliste et qu'on considère que les compromis d'Ethereum, on ne veut pas les accepter. Mais dans l'autre sens, j'ai beaucoup plus de mal à concevoir. Pour moi, c'est pas possible dans le sens où Ethereum est un subset de l'incarnation de ce que représente Bitcoin en termes de valeur, cypherpunk, etc. Donc j'ai du mal à concevoir qu'on puisse être Ethereum et pas Bitcoiner. Mais je peux concevoir l'inverse, hein, parce qu'objectivement, Ethereum a fait des compromis. Et en fonction de où tu places le curseur sur certains critères, tu peux ou pas les accepter. Mais dans l'autre sens, j'ai plus de mal. Donc j'ai eu des échanges très chauds, hein, pour l'instant toujours privés, mais avec des gens très influents de la communauté Ethereum à ce sujet-là. Et moi, je pense, et je peux le dire publiquement, que ce sont des hypocrites s'ils ne souhaitent pas le succès de Bitcoin. Et je ne peux pas concevoir qu'on puisse considérer Bitcoin comme un ennemi pour Ethereum. Je pense encore, même si les probabilités de succès d'Ethereum ont pas mal baissé, je dirais, ces dernières années, je pense qu'il a quand même une petite chance d'y arriver. Euh, mais dans un monde où Ethereum arriverait, je ne veux absolument pas que ce soit un monde dans lequel Bitcoin n'a pas réussi. Pour moi, il faut que Bitcoin réussisse, d'accord? Ça, c'est la priorité absolue. Si Ethereum peut réussir sur certains créneaux où il peut apporter une value proposition et indirectement, potentiellement, rendre même Bitcoin plus fort dans le sens où ce serait un petit peu le petit frère qui rendrait la tâche encore plus difficile par rapport aux États-nations, etc., pour les attaquer les deux en même temps. Je pense que ça peut être intéressant. Mais je ne veux pas un monde dans lequel seul Ethereum réussit. Bon, déjà, je pense qu'il y a très peu de chances que ça arrive, mais je pense que c'est pas souhaitable. Et donc, je m'opposerai à tous les gens de la communauté Ethereum qui veulent un monde dans lequel où, uniquement Ethereum réussisse. Moi, je veux un monde dans lequel tous les Layer One se fassent détruire, ça c'est sûr. Je pense que Bitcoin et Ethereum sont les seuls essais crédibles pour builder des systèmes qui puissent être instoppables et résister aux attaques d'États-nations. J'estime aujourd'hui que la probabilité de succès de Bitcoin pour remplir cette mission est plus grande que celle d'Ethereum.
celle d'Ethereum a baissé pour moi sur ces dernières années. Malgré tout, c'est pas deux ligues différentes en termes de, tu vois, c'est pas un ordre de magnitude différent. Si je devais donner des estimations, je dirais peut-être 45% pour Bitcoin et peut-être 30% pour Ethereum. Tu vois, c'est pas deux ligues différentes. Là où je mettrais inférieur à 0,5% pour Solana et tout le reste. Tu vois. Là, c'est vraiment pas la même ligue. Euh, voilà, je sais pas si ça résume un peu mon schéma de pensée par rapport à ça. Oui, carrément, bah, c'est clair. Et bah, je suis presque complètement d'accord avec toi, parce que je pense que je suis considéré pour la majorité des gens comme un maximaliste Bitcoin, Ouais. et pourtant, Mais en vrai, je pense qu'on est pareil, en vrai, toi et moi, là-dessus. Je pense qu'on est vraiment pas loin. En fait. ouais, je pense aussi, à chaque fois que je vois tes tweets passer, je me dis, mais en fait, on est trop d'accord. Et, euh, et en fait, pour moi, Ethereum ne va pas mourir, ou ne, c'est pas qu'il ne sert à rien, etc. Pour moi, c'est que vraiment, ça va devenir un réseau qui, même si le consensus arrive à rester plus ou moins décentralisé, quoi qu'il arrive, la majorité des applications qui seront construites dessus seront des choses centralisées ou utilisées avec des intermédiaires, comme par exemple tout ce qui est RWA, tokenisation, stablecoin, etc. Même si tu as un consensus qui est décentralisé, même si c'est sur Bitcoin par exemple de l'USDT sur Bitcoin, bah c'est pas résistant à la censure. Et pour moi, c'est le chemin que Ethereum va prendre. Et bah c'est un peu ce que je disais justement dans le site que je pense que tu citais juste avant, c'est que pour moi, pour que Ethereum réussisse, il faut qu'ils acceptent cette centralisation et qu'ils disent bah voilà, nous on est un réseau, on vous fait vos transactions plus rapidement, on vous améliore je sais pas, la liquidité, on permet à n'importe qui d'accéder à des services financiers hyper rapidement. Même des personnes au fin fond de l'Afrique peuvent accéder à la bourse de Wall Street en quelques clics sur leur téléphone. Bah ça c'est très bien, mais par contre se cacher derrière je sais pas, une utopie de décentralisation, je pense que ça fait plus de mal à Ethereum qu'autre chose. Donc, Ouais, d'accord. ouais. Là-dessus, je suis pas forcément d'accord avec toi, dans le sens où j'estime encore que il faut poursuivre dans cette voie, dans le sens où si ça, enfin, après, moi, c'est ma thèse que, en gros, avoir un Ethereum assez fort peut être un compagnon pour Bitcoin, pour rendre les attaques d'État-nation plus dures. Parce qu'il devrait, surtout le fait que l'un est en proof of stake, l'autre est en proof of work, pour les attaquer tous les deux, ils devraient utiliser des vecteurs d'attaque très différents. Donc, ça serait plus dur pour eux. Mais ça, c'est ma thèse. Après, si cette thèse n'est pas valide, je peux comprendre ce que tu veux dire. Parce que toi, est-ce que tu dis ça parce que tu vois ça comme un potentiel risque de distraction pour Bitcoin, ou c'est autre chose. Non, je vois pas Ethereum comme une distraction. Je pense que c'est vraiment à part. Par contre, enfin, ce que tu parles, je pense pas qu'il y aurait une attaque, par exemple à 51%, double dépense, etc., d'un État qui voudrait détruire Ethereum. Ça, je pense pas du tout. Par contre, moi, ce que je pense, c'est que, bah, par exemple, les États-Unis, avec l'influence qu'ils ont autour du monde, pourraient dès demain, s'ils le voulaient, lancer une attaque, non pas de censure de personnes, enfin pas forcément de censure, mais de contrôle sur le réseau. Il suffirait juste, par exemple, je pense que un move très simple serait de forcer Tether à censurer, ou même à justifier un fork. Par exemple, Donald Trump demain il dit moi je veux un réseau Ethereum où tous les validateurs sont aux États-Unis. Déjà que 50% des nœuds je crois sont aux États-Unis. Mais bref, s'il voulait 100%, bah, il pourrait dire bah voilà, moi je force Tether Circle à choisir la chaîne que moi je veux, qui est censurée, etc. Et bah, à partir du moment où tu as ça qui est fait, niveau réglementation, tes heures circle peuvent pas faire Ouais. grand-chose. Et donc, pour moi, la neutralité d'Ethereum est déjà morte, parce que Ouais. les stablecoins. Mais ensuite, si tu rajoutes les RWA, si tu rajoutes les protocoles de staking, si tu rajoutes ci, ça, bah, c'est encore pire. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends. Je comprends totalement ce point de vue et je suis d'accord. Mais, mais c'est On- mais c'est pour ça, tu vois, que je vois pas Ethereum mourir. Pour moi, ça va vraiment devenir, bah, tu vois, le Wall Street, enfin, c'était le Nasdaq qui parlait d'ouvrir 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, sauf les week-ends, du coup. Bah, pour moi, par exemple, tu vois, Ethereum ou un L2 d'Ethereum pourrait très bien s'y prêter. Mais par contre, on est loin de la décentralisation, quoi. Mhm. Ouais, je comprends. Ok. Ouais, ouais. Je comprends ce point de vue. Mais voilà. Non, mais c'est intéressant aussi d'échanger, mais ouais, comme je disais, sur plein de points, on se rejoint pas. Ouais, carrément. Et bah, je pense qu'on arrive plus ou moins à la fin de l'émission. Il y a deux questions dans le chat qui attendent depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais aborder avant que on Non, on peut passe prendre des questions ou faire démonter des gens s'ils veulent échanger rapidement. Ouais, Enfin, ouais, si tu veux. ouais, bien sûr, si ça te doit poser des questions de vive voix, n'hésitez pas à demander
la parole. On a une question, c'était deux questions sur Twitch. Une personne qui demande si Ethereum ne devrait pas revenir en proof of work. Oula, Voilà, c'est c'était impossible. pendant qu'on parlait de proof of stake, etc. Est-ce que ce serait pas mieux pour Non, Ethereum non, pas, ce serait techniquement impossible. Enfin, là, pour le coup, le problème, c'est que comme Ethereum a adopté une roadmap roll-up centrique, etc., euh, tous les roll-up ont été construits sur le fait qu'il y a une finalité sur Ethereum, etc. Donc, ça remettra en question tout le design des roll-up et tout. Donc, les implications seraient monumentales. De toute façon, je pense qu'il y a très peu de personnes qui le voudraient. Maintenant, comment tu justifierais un tel move, sachant qu'une partie des gens ont eu la narrative de le proof of work, c'est pas bon pour la planète, etc. Enfin, non, je vois pas un monde dans lequel ça pourrait être une proposition viable. Ouais, ce serait un nouveau déchirement, je pense, à la Bah, communauté. ouais, Et même techniquement, tu dis que c'est un peu compliqué, quoi. ouais, oui, beaucoup même. Ouais, ouais, très concrètement, c'est très chaud, quoi. Ok, et la deuxième question, c'est est-il envisageable que Starknet soit un L2 Ethereum et BTC en même temps? Qu'en est-il pour Alors, l'utilisateur lambda? ouais, c'est une bonne question. Euh, alors, on espère que oui. On travaille justement sur un design dans lequel on pourrait faire ce que tu dis, effectivement, être un L2 à la fois sur Bitcoin et Ethereum. Euh, L'objectif ultime, si possible, ce qu'on aimerait faire, c'est de donner l'optionnalité maximale pour le user ou pour l'application. C'est-à-dire, on veut pouvoir satisfaire les exigences de plusieurs types de profils. Par exemple, on veut que si Starknet soit capable d'être à la fois sur Ethereum et Bitcoin, on veut que si une app ou des users ils veulent avoir affaire que avec le côté Bitcoin, que ça soit possible. Parce que si jamais il y a des Bitcoiners, et il y en a beaucoup qui se disent on veut rien avoir à faire avec Ethereum, on veut pas dépendre à aucun moment des trust assumptions ou de la sécurité d'Ethereum, on veut qu'il y ait un design qui puisse le permettre. Et vice-versa dans l'autre sens. Et on veut aussi permettre potentiellement la cross-composabilité entre les deux. Pour une application, par exemple, une application de lending, borrowing, dans lequel, je sais pas, tu pourrais lend, tu pourrais utiliser un collatéral du côté Bitcoin natif et borrow de l'USDC sur Ethereum, tu vois. Donc en fait, on veut permettre tout. Évidemment, c'est complexe, c'est pas simple. D'ailleurs, c'est l'une des choses sur lesquelles on est le plus challengé, notamment par la communauté Ethereum, parce qu'on a eu des claims assez fortes en disant que justement on voulait faire ce fameux multi-settlement et les gens disaient oh, mais attendez comment ça peut marcher, etc. Donc là on va publier un blog post dans quelques jours pour donner les idées préliminaires du design. C'est quelque chose qui n'est pas trivial à réaliser, mais on est confiant qu'on pourra avoir un design qui va permettre de le faire. Donc la réponse courte c'est oui, on veut un modèle dans lequel on puisse tout faire, soit une app qui utilise les deux layers de liquidité, etc., ou soit que Bitcoin, ou soit que Ethereum en fonction des préférences et affinités. Ok. Mais ça, on en avait déjà parlé, je pense, quand on parlait d'Opcat dans Ouais, le live qu'on avait fait la dernière fois, ouais. exact. Et est-ce que tu connais l'Endosat? Oui, je connais, tout à fait. Ouais, parce On que a bossé avec eux d'ailleurs. ouais, bah justement récemment ils ont intégré Starknet, Tout à fait. donc on peut déposer du stablecoin en échange d'un yield. Donc ouais, c'est Mm. plutôt cool. J'ai découvert Ouais. ça C'est plutôt cool, aujourd'hui. hein. Ouais, Ouais. en vrai, c'est cool comme use case, hein. Ouais, ça utilise des DLC et tout. Franchement, c'est cool. Bah, pour l'instant c'est encore un multisig, mais ouais, d'ici Ouais, ça va venir sur les TLC, ouais. Donc ouais, très ouais. cool, projet très cool. Ouais, l'Endosat, j'aime bien. C'est une équipe très, très cool, très sérieuse. Ouais. Donc, ouais. Et ok, bah écoute, il y Et a je sais pas pas si les... tu as vu récemment aussi les Atomic Swap, Lightning Starknet et Bitcoin Oui, Starknet. je voulais en parler, mais je me dis ça va peut-être faire un peu trop long, mais on peut en parler si tu veux. Ça dépend de toi, hein, Ouais, c'est ouais. ton emploi du temps, hein. Ouais, bah, rapidement, juste, on a une team qui s'appelle Atomic Labs qui a implémenté des Atomic Swap entre Bitcoin et Starknet et Lightning et Starknet. Donc c'est très cool, bah, ça permet bah, de faire des swaps pour le coup qui sont trustless entre Bitcoin et Starknet ou Lightning et Starknet. Et concrètement, un des cas d'application qu'on trouve très cool, très marrant, c'est que bah, du coup, dans un Starknet Wallet, tu peux payer chez un commerçant qui accepte Bitcoin. Donc ça a été fait. Par exemple, il y a un gars qui a été dans une enseigne qui vend des burgers, ils acceptent le Lightning, et il a payé son burger via Bravos, qui est un Starknet Wallet.
via un Atomic Swap Starknet vers Lightning. Et donc, pour lui, c'était transparent. Il a juste scanné un QR code Lightning, une invoice Lightning, et il a pu payer en Stark Token via cet Atomic Swap. Donc, c'est cool. Ça veut dire que tous les utilisateurs Starknet comme Starknet Wallet pourraient demain payer dans des points d'acceptation Bitcoin. Ouais, bah c'est déjà quelque chose qui est en place avec Liquid. Ça marche très bien. Il y a pas mal de wallets qui commencent à se développer sur ça. Ouais, Bull Bitcoin notamment qui font ça, ouais. Aussi, ouais. Il y a quoi aussi qui est pas mal connu. Est-ce que tu connais Ouais. Blitz? Non, je connais pas. En gros, Blitz, c'est assez incroyable l'UX. C'est encore en bêta. Ok. Donc eux, c'est Liquid, Lightning et Cashew. Et donc en fait, si tu reçois des toutes petites sommes, genre quelques sats, tu peux mettre dans les paramètres combien est-ce que tu veux. Ah oui, il adapte genre la limite. C'est ça. Et en fait, par défaut, tu vas recevoir sur Cashew les petites sommes ou sur Liquid les sommes un peu plus grosses. Et ensuite, si tu reçois plus de... ça sera là, ça, ouais. Le wallet va abstraire pour le user en fonction des montants et compagnie. Ouais, c'est exactement, c'est la bonne direction pour moi. Ouais, ah oui, bah, je les follow. Blitz Wallet. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais. Et donc, tu peux mettre, tu vois, ta limite à, je sais pas, 500 000 sats sur Liquid. Et quand tu atteins la limite, ça va t'ouvrir directement un chain Lightning. Ça redevient... pour moi, c'est ça. Il faut, pour masquer la complexité pour le user, ouais, c'est vraiment la direction à avoir. Ouais, c'est assez incroyable. Ça enlève vraiment toute la... mobile app, là ouais, tu peux l'avoir en bêta, là. Je l'ai testé rapidement. iOS aussi Ouais, iOS, ouais. Ah, ok. Et t'as un super tuto de BTC Session sur YouTube qui vient détailler tout. Je crois que le truc il fait 1 heure. Donc c'est très très cool, voilà, pour les curieux. Ok, bah cool. Et, donc voilà. c'était les 2 questions dans le chat. Est-ce qu'on a quelqu'un qui veut monter là? Il y a personne qui a demandé, donc je pense qu'on peut clôturer là-dessus et te laisser filer dans ta soirée. Attends, je crois qu'il y a un commentaire qui s'est rajouté, mais ah non, c'est juste on réagissait à Lensat qui dit une personne qui dit j'utilise les Lensat mais il y a très peu d'activité dessus. Ouais, ça manque un peu de volume, mais je pense que ça va venir. Ils sont en levée de fonds et donc ça devrait avancer. Ok. Eh ben écoute Marius, je te remercie beaucoup. Hein. C'était un plaisir comme d'habitude et puis j'ai beaucoup aimé cet échange. C'est toujours très intéressant, même quand on en avait parlé à Biarritz quand c'était rencontré. Ouais, tout à fait. Ouais, carrément. C'était cool. Et bah écoute, écoute, si vous avez une prochaine annonce, n'hésite pas à me dire. Ça marche, on se tient au courant, je te tiens régulièrement au courant des avancées, toi aussi de ton côté. Et puis j'ai hâte de voir le documentaire sur Salvador. Et puis merci pour tout ce que tu fais. C'est très cool, continue en tout cas. Bah, merci à toi. Et merci à tous les gens qui nous ont écoutés. Gros big up à vous tous. Ouais, et bah le replay sera dispo normalement, donc si jamais vous voulez écouter le début, n'hésitez pas. Bonne soirée à toi, merci encore d'être. Bonne soirée, merci à tous. Salut.